Bonsoir, bonsoir et bienvenue à tous pour cette projection débat organisée dans le cadre du festival alimentaire. Donc, c'est la première projection en ligne du festival. Cette année, le festival s'est décliné dans sa version en ligne. Donc, merci beaucoup à Imago, la plateforme de la transition, d'accueillir le festival alimentaire pour que les projections et les discussions puissent avoir lieu malgré la situation sanitaire. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc, le festival alimentaire, c'est un festival de films documentaires qui est porté par le CFSI, le Comité français pour la solidarité internationale, qui a lieu chaque année du 15 octobre au 30 novembre. Et donc, une sélection de 8 films documentaires permet d'aborder les enjeux économiques, sociaux, environnementaux liés à nos modes de production agricole et alimentaire, et de questionner l'interdépendance de nos systèmes alimentaires à l'échelle mondiale. Donc chaque année, ce sont environ 70 000 citoyens, futurs professionnels agricoles qui assistent à plus de 1400 projections un peu partout en France et dans une douzaine de pays pour débattre et faire avancer les réflexions vers des systèmes alimentaires plus justes, plus durables, plus résilients. Donc ce soir, vous allez assister à la projection du film Le système alimentaire de Fès, donc, qui a été réalisé par Louison Lançon et Anna Fauché, et qui est donc parmi la sélection des 8 films de cette année. Donc et après le film, nous aurons tous un temps d'échange avec Louison Lançon et le délégué général du GESCOD qui est au Maroc. Donc je vais laisser Jennifer Milon, qui est coordinatrice alimentaire dans le Grand Est, vous présenter les intervenants et la séance de débat et de questions qui suivra. Donc, je reviens après pour vous expliquer un tout petit peu la petite procédure à faire pour passer du film au débat. Alors, bonsoir à tous. Nous avons le plaisir d'accueillir Louison Lançon, donc une des réalisatrices du film et qui est cofondatrice de l'association Let's Food Cities, dont l'objectif est d'encourager la coopération entre les villes du monde et d'accompagner les collectivités vers leur transition, vers leurs systèmes alimentaires territoriaux et durables. Et ce soir, nous avons aussi donc Mohamed Zaoui, en direct d'Oujda au Maroc. Donc Mohamed est le délégué de l'antenne de GESCOD au Maroc, puisque GESCOD est un réseau régional multi-acteurs. Donc nous avons 2 missions: accompagner bien sûr les acteurs de solidarité internationale du Grand Est, mais nous avons aussi un rôle d'opérateur pour un grand nombre de collectivités du territoire et plus particulièrement la région Grand Est, qui a des actions de coopération avec la région de l'Oriental depuis 1991 maintenant. Donc actuellement, la région a 6 coopérations dans ce pays, et dont un sur le volet développement agricole et conseil aux organismes professionnels. Voilà, donc vous pourrez poser vos questions pour nos intervenants. Donc en dessous, vous pourrez poser les questions dans le chat en dessous, et en fait Audrey, qui est notre modératrice, pourra les lire, et les intervenants pourront y répondre. Donc maintenant, je laisse la parole à Gülseren pour vous expliquer la petite manipulation qu'il y aura à faire après la projection. Bonne projection. Oui, merci beaucoup Jennifer. Effectivement, sous l'écran où vous nous voyez actuellement, vous avez, pour lancer la projection du film, cliquez sur OK. Et une fois que vous aurez lancé le film, vous aurez inversement, pour lancer le débat, cliquez sur OK. Donc,
Voilà, vous pouvez, comme l'a expliqué Jennifer, en fait, vous avez tout le chat en dessous de l'écran si vous faites défiler votre page pour poser vos questions, soit pendant que vous êtes en train de regarder le film, s'il y a déjà des idées qui vous viennent. Sinon, vous les gardez pour tout à l'heure, pour nos intervenants à la fin du film. Donc, dès que vous avez terminé le visionnage, d'ici 30 minutes, puisque le documentaire dure 30 minutes, vous pouvez cliquer sur OK et vous rebasculer sur le débat. Voilà. Merci beaucoup. Bon film et à tout à l'heure. Rebonsoir à tout le monde. Voilà, je pense que la plupart d'entre vous avaient terminé le visionnage du documentaire, pour ceux qui n'étaient pas en retard. Et pour les autres, bon, ben, désolé, ils vont rater un petit bout de nos discussions, mais ils pourront nous retrouver. Donc on est vraiment ravis d'inaugurer le festival alimentaire en ligne aujourd'hui, Journée mondiale de l'alimentation. Ça fait tout à fait sens avec l'objectif aussi d'Alimentaire qui justement essaye de mettre ces systèmes alimentaires plus justes, plus durables en place pour permettre le droit à l'alimentation pour tous partout. Et d'inaugurer aussi avec le système alimentaire de Fès qui, au-delà de l'exemple de Fès, pose en fait les mêmes questions pour toutes les villes autour du monde. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de souveraineté alimentaire et notamment cette souveraineté, elle peut se discuter à l'échelle nationale. Bien sûr, on en parle beaucoup à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle plus locale. Et les réponses sont bien sûr toujours différentes selon le contexte, selon la culture, selon le climat, etc. Mais les questions qui se posent sont souvent les mêmes. Donc on est vraiment ravis d'avoir sélectionné ce film. Merci à Louison Lançon et Anna Fauché de nous l'avoir proposé. Et on va pouvoir commencer les discussions. Donc Jennifer, je te laisse poser les quelques questions auxquelles tu avais déjà pensé. Et puis, pour ceux qui sont sur Imago, également, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Audrey va pouvoir les dire à nos intervenants. Voilà. Donc, je vais poser ma première question. Elle va être pour vous, Louison. Comment, en fait, cette démarche, elle est née, en fait? Comment est-ce que vous avez réussi à mettre en place, justement, ce partenariat avec la ville de Fès? Oui, c'est une très bonne question. Je commence juste en remerciant aussi le Festival alimentaire d'avoir sélectionné ce film. Également, c'est un plaisir de le revoir à nouveau pour une 100e fois, je pense, pour moi. Mais à chaque fois, ça me fait plaisir et de voir qu'il y a autant de monde aussi qui est intéressé. Du coup, peut-être voilà, pour donner un peu un contexte, le contexte de la réalisation de ce film. En fait, ce film a été réalisé dans le cadre d'un projet bien plus large qu'on a mené avec l'association Let's Food auprès de 14 territoires dans le monde. Donc, on travaillait avec 7 territoires en France et 7 territoires qui étaient vraiment éparpillés dans le monde entier. Et en fait, notre objectif, c'était d'amener des territoires en France avec des territoires ailleurs, de les amener à coopérer et échanger des bonnes pratiques et échanger leurs expériences sur la construction de leur système alimentaire. Et en fait, on a construit un peu ce duo de villes entre Fès au Maroc et Montpellier en France, qui sont en fait jumelés depuis maintenant une vingtaine d'années, qui travaillent sur d'autres thématiques. Et on s'est dit on s'est dit avec Montpellier que ce serait intéressant un peu de réanimer cette coopération sur ces questions-là, puisque Montpellier aussi est amené à faire face à des problématiques un peu similaires, avec un climat méditerranéen qui est comparable. Bien sûr, ils ne subissent pas encore les problématiques de sécheresse de manière aussi forte que Fès, mais finalement, il y a simplement quelques décennies de retard. Donc c'est un peu arrivé comme ça, c'est un projet qui était plus large.
Ce qui a été fait peut-être plus largement quand on était à Fès au Maroc. Donc, ce film a été réalisé il y a un an, en octobre 2019, dans le cadre d'une mission de 2 mois, donc de Anna Fauché, Alice Déon et moi-même. Et en fait, on a réalisé un diagnostic du système alimentaire de Fès. Donc, on a interviewé une trentaine de personnes qu'on a filmées. Et en fait, à la base, ces entretiens étaient destinés à simplement réaliser un rapport diagnostique qu'on remettait à la ville de Fès. Et donc, on avait aussi un intérêt à faire ces vidéos-là pour utiliser l'outil vidéo qui nous paraît vraiment pertinent, plus que les rapports, limite, des fois, pour aller convaincre des collectivités, enfin, initier un débat ou une discussion avec les acteurs locaux. Donc, ça a vraiment été le cas. On a organisé 2 événements sur place juste après avoir réalisé le film, donc il y a un an, pour montrer ce film et du coup engager un débat avec la société civile, avec la collectivité. Et donc, ça a vraiment permis voilà, d'initier quelque chose. Merci. Mohamed, il faudrait que tu ouvres ton micro. Donc, en fait, dans le cadre... Tu nous entends? Ton micro est coupé, Mohamed. Voilà, c'est bon. Mohamed, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots, puisque bon, la région Grand Est est en coopération avec la région de l'Oriental, et pareil, comment les acteurs sont mobilisés un petit peu sur le territoire? Alors bon, Montpellier et Fès on peut avoir des similitudes dans le climat. Nous, dans le Grand Est et Oujda, on n'a pas du tout le même climat. Mais quels sont les acteurs qui ont été mobilisés sur notre territoire pour mener à bien le projet? Très bien. Avant, Jennifer, d'abord merci. Et si tu permets, je voudrais aussi juste féliciter Madame Louise Alençon et ses collègues parce que j'ai trouvé que le film était très bien fait, connaissant Fès, connaissant son environnement. Vraiment, il a réussi ce film à mettre en exergue un certain nombre de points très importants. Peut-être que si on avait un peu plus le temps de discuter, parce que l'idée, c'était aussi de mettre le doigt sur un petit peu les difficultés que pourrait avoir cette vision d'avoir une agriculture autour de la ville et les relations. Et notamment, c'était à la fin que ça a été abordé, notamment les circuits de commercialisation. Parce que ça, c'est le point vital peut-être pour les échanges dans un sens comme dans l'autre. Pour revenir un petit peu à ce que, ici, tout ce qu'on a fait dans la région orientale, c'est fait dans le cadre du partenariat entre la région Grand Est, et avant le Grand Est, c'était la région Champagne-Ardenne et la région de l'Oriental. Et curieusement, dès les premiers instants de cette coopération, début des années 90, la problématique qui s'est posée, c'était un petit peu quelque chose qui concernait l'une des plus grandes richesses de la région, à savoir la clémentine. Nous avons une ville là, un petit peu au nord, qui s'appelle Berkane. C'est un petit peu la ville installée dans le grand, périmètre irrigué de la région de l'Oriental, donc où il y a tout ce qui est très irrigué, donc là, en général, la culture l'agriculture intensive. Et donc, cette clémentine était essentiellement destinée aussi, enfin, essentiellement non, mais en grande partie destinée à l'exportation. Et donc, il y avait les normes sanitaires en Europe qui, chaque année, devenaient de plus en plus importantes, etc., et qui faisaient barrage un petit peu. Et donc, l'idée, le premier vraiment projet qui a été fait, c'est un projet qui s'appelle l'installation des avertissements agricoles, c'est-à-dire lorsqu'on a par exemple la clémentine, mais bien sûr, il y a aussi tout ce qui est vigne, arboriculture, maraîchage. Lorsqu'on a une alerte d'un parasite, est-ce qu'on doit traiter ou est-ce qu'on ne doit pas traiter? Parce que systématiquement, les agriculteurs, dès qu'il y a l'apparition, commencent à faire un traitement systématique, parfois beaucoup plus intense que ce qu'il faut, etc. Et l'idée, c'était justement d'installer ça. Au bout de quelques années, les clémentines de l'Oriental n'étaient jamais retournées de l'Europe. Donc, je pense que c'était un premier pas important, c'est-à-dire cette lutte raisonnée
c'est toujours en utilisant malheureusement comment on appelle ça, des produits phytosanitaires, mais c'était déjà quelque chose de bien. Et depuis, l'axe agriculture a été un axe essentiel dans cette coopération jusqu'à présent. Je ne sais pas si je continue un petit peu sur la lancée ou je dois laisser les autres parler un peu. Peut-être juste dire quels sont les acteurs qui sont mobilisés sur notre territoire, enfin ici en Grand Est, sur ce projet. Donc, il y a déjà évidemment le maître d'ouvrage qui est la région elle-même avec ses services, notamment services d'agriculture. Mais il y a aussi d'autres services qui ont été un petit peu sollicités. Notamment, à l'époque, c'était le service de la protection des végétaux. Donc, c'était la formation des ingénieurs de part et d'autre, les missions croisées, etc. Il y a aussi la Chambre d'agriculture du Grand Est, qui est aujourd'hui dans un projet avec la Chambre d'agriculture. Mais il y a aussi d'autres organismes, genre ALPA, c'est l'association de Lorraine pour l'agriculture, je crois, je ne me rappelle plus exactement. Donc, il y a un certain nombre d'intervenants de ce type-là. Mais il y a eu aussi, comment dire, des intervenants privés, c'est-à-dire des agriculteurs, notamment à un certain moment, c'était des personnes du syndicat des vignes, etc., qui sont venues, qui ont échangé, etc. Et toujours dans l'idée, en partant d'un besoin identifié localement, et de chercher une réponse dans le Grand Est. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un, une institution, etc., qui pourrait répondre? Donc, globalement, c'est comme ça que ça marche pour le Grand Est. Donc là, je vais la question suivante. En fait, elle s'adresse à tous les deux. Donc, Louison, vous pourrez commencer par y répondre. Et puis, Mohamed, tu pourras compléter sur la région de l'Oriental. En fait, on l'a bien vu dans le film, hein, les habitudes alimentaires sont installées. Il est parfois difficile aussi d'adopter de nouvelles habitudes pour les populations et de revenir à la consommation de produits locaux. Donc, par exemple, sur Facebook, comment ça s'est fait? Est-ce qu'il y a eu des campagnes de sensibilisation? Comment on mobilise les consommateurs, j'ai envie de dire? Comment on mobilise les consommateurs pour revenir à une alimentation plus locale? Ouais. Malheureusement, ça ne s'est pas encore vraiment fait. C'est un peu le problème qui a été mis en avant. En fait, on est encore, je pense que Mohamed pourra confirmer, j'espère, mais on est encore dans une logique où les régions sont hyper spécialisées en termes de production agricole et finalement, comme on le dit aussi dans la vidéo, les villes se sont un peu étalées au détriment des terres agricoles et donc on se retrouve dans une région de Fez-Meknès qui est assez spécialisée, qui produit beaucoup d'olives, qui produit des oignons dans la plaine de Meknès, mais qui sont très spécialisés sur certaines productions. Et donc finalement, le Maroc et toutes les régions du Maroc sont interdépendantes. Donc il y a aussi, d'un côté, je dirais qu'il y a le problème aussi de l'offre de produits locaux qui est présente, mais qui est assez limitée. Tous les circuits de distribution en fait, sont orientés pour aller alimenter une grosse plateforme logistique qui est à Casablanca, par exemple, qui ensuite va redistribuer dans tout le pays. Donc d'un côté, moi je dirais que le plus gros problème d'abord, c'est ça. Toutes les chaînes de valeur et les régions productrices sont finalement organisées pour faire des économies d'échelle et du coup, les producteurs ne sont pas forcément organisés pour produire de manière diversifiée et alimenter les villes à proximité. Et ensuite, le côté demande, où finalement, on n'a pas non plus une demande très forte. En tout cas, nous, c'est le ressenti qu'on a eu suite aux entretiens. Il n'y a pas forcément encore une demande très forte pour des produits locaux ou des produits bio. On a une demande forte pour des produits dits fermiers, ce qui elle dit. Je pense que c'est ce qu'on a pas mal entendu, mais après, il y a aussi une mauvaise compréhension de ce qu'est un produit sain, finalement. On a compris comme ça, c'est que finalement, il y a un peu cette envie de retourner vers des produits dits fermiers, c'est-à-dire que si on achète chez le producteur, même s'il est à 150 km, ça va être un produit qui est sain, alors que finalement, ça peut être un produit où il y a une utilisation massive de pesticides, et ça peut être un produit qui a fait une centaine de kilomètres. Donc, en fait, il y a encore un travail à faire d'information des consommateurs.
Et en fait, on se rend compte que l'État ou la collectivité ne va pas forcément encore mettre de moyens sur ça. Après, il y a quand même beaucoup d'initiatives qui naissent plus de la société civile. Nous, c'est l'impression qu'on a eue, notamment le RIAM, là, le réseau des initiatives agroécologiques au Maroc, eux qui ont mis en place un système de marché paysan dans plusieurs villes du Maroc. Ce système participatif de garantie qui est en fait une certification d'agriculture un peu raisonnée, mais participative, du coup, avec un coût moindre pour le producteur. C'est des initiatives assez finalement isolées qui manquent de structure. Donc, la collectivité ou l'État pourrait mettre en place des outils un peu plus structurants pour favoriser ça, quoi. Mais la sensibilisation, elle est vraiment très limitée. Elle est très limitée, ouais. Mohamed, alors pour ceux qui n'étaient peut-être pas présents dès le début, Louise Monlançon est la réalisatrice, une des réalisatrices du film que vous venez de voir, et Mohamed Zawi est le délégué général de l'antenne de GESCOD au Maroc. Voilà, vas-y Mohamed. En fait, je confirme totalement, je suis parfaitement d'accord avec l'analyse que vient de faire Louison. Effectivement, on a l'impression que ce côté, c'est-à-dire cette demande pour le moment, elle est balbutiante, hein. Elle commence un petit peu à éclore. C'est normal parce qu'aujourd'hui, petit à petit, il y a une classe moyenne qui se développe, qui a des envies particulières, qui commence à s'organiser. Et comme vous l'avez bien dit, on a l'impression que cette organisation est plutôt des initiatives privées ou associatives plutôt qu'une vraie politique, soit de l'État, soit de la collectivité. Ça, c'est un point extrêmement important. Le deuxième, c'est concernant justement ces produits locaux et c'est effectivement cette confusion qu'on fait avec la qualité. Donc, un produit local n'est pas forcément un produit de qualité. Un produit qui vient de loin n'est pas non plus forcément quelque chose qui n'est pas bien. Donc, je voulais simplement tout à l'heure réagir sur un truc qui m'a paru important. Lorsqu'on parle des produits locaux, ça veut dire que ce sont les produits les plus proches qui viennent dans la ville où ils vont être consommés. Globalement, pour faire simple, c'est ça. Aujourd'hui, au Maroc, il y a deux façons de faire. Lorsque un agriculteur veut vendre à l'intérieur d'une ville, il est obligé de passer par l'agriculteur ou l'intermédiaire. Hein. Il est obligé de passer par les marchés de gros à l'intérieur de la ville, qui ensuite, ça se distribue dans les épiceries, dans les marchés de quartier, etc. Par contre, on trouve toujours aux abords des grandes villes, ce sont des marchés qui sont plutôt hebdomadaires. D'accord? Et dans lesquels ce sont les agriculteurs qui viennent directement. Lorsque je dis l'agriculteur, ou peut-être l'intermédiaire. D'accord? Souvent, ce qui se passe ici, l'agriculteur ne vend pas directement, c'est-à-dire il va y avoir quelqu'un qui va acheter ça à la production, donc sur pied, etc. Et il va commencer chaque jour à emmener une partie au souk. Et là, c'est quasiment de la vente, je ne dirais pas directe, mais très proche d'un produit qui est local. Par contre, il existe encore, parce que les régions étant très, très différentes, donc une nécessité d'importer aussi des autres régions, d'autres produits. Donc, cette problématique aujourd'hui. La première, je pense, parce que dans toutes les expériences qu'on a lancées, revenait toujours à un point, un nœud. Et ce nœud-là, c'est comment faire coïncider une demande avec une offre. Aujourd'hui, l'offre, les gens nous disent, par exemple, l'expérience qu'on a vécue avec les nèfles, donc ils nous disent, d'accord, je vais essayer de faire ça, mais qui va m'acheter ça? Vous voyez déjà la difficulté, et c'est là des fois. Donc, s'il y a donc il faut plutôt, à mon avis, essayer de faire, grandir, la consolider la demande. Et à ce moment-là, l'offre, elle suivra toute seule. Il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure justement que, franchement, dans nos études du primaire jusqu'au lycée, on ne nous parle presque jamais de la cuisine, de la nourriture, comment manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger, alors que ça devrait être le vecteur vital de la sensibilisation. Donc ça, c'est des éléments, je pense qu'il faut travailler aussi. La deuxième partie aussi, travailler chez les agriculteurs et les éleveurs n'est pas chose simple, parce qu'il y a quand même, historiquement, beaucoup d'individualisme dans
l'affaire. Et là, ça ne peut être qu'une démarche collective. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de la nefle pour la mettre, pour la rendre biologique. D'ailleurs, elle est quasiment biologique, juste par la certification. Mais ils disent, si elle est attaquée par tel parasite, parce que c'est très rapide, ça prend en 48 heures. Pourquoi il va prendre le risque? Donc, sur toute l'association qu'on a constituée, il n'y en a que 4 qui ont bien voulu dire oui, on va résister, etc. On a joué de malchance. Cette année-là, il y a cette attaque. Il y a eu beaucoup de pertes. Mais l'année suivante, ça a marché. Donc, il y a aussi tout un travail de sensibilisation, d'organisation. Et ça, c'est le rôle de l'État. Ça, c'est le rôle de la collectivité. C'est-à-dire l'organisation, parce qu'on ne peut pas faire sa propre parcelle bio et tous les voisins ne font pas bio. Ça ne sert à strictement rien. Donc, l'idée, c'est que comment ces gens-là, on peut les sensibiliser. Donc, en les organisant. Et qui veut dire organiser, veut dire aussi qu'est-ce qu'on leur ramène comme service avec. Parce qu'on ne demande pas aux gens de se mettre ensemble qui se débrouillent. Il y a une question d'un spectateur en fait qui a été surpris dans le film d'entendre qu'en fait l'objectif était d'avoir des produits bio qui seraient 30 à 40% plus chers que les produits conventionnels. Et en fait aujourd'hui, quel est l'ordre de grandeur, en fait, quel est l'écart actuel entre les produits conventionnels et un produit bio? Je vais peut-être dire le contexte dans lequel elle l'a dit, je pense. Oui. En fait, elle l'a dit dans le sens où actuellement c'est beaucoup plus que ça. Enfin, en fait, 30 à 40%, c'est pas si énorme et ça paraît adapté par rapport au risque que le producteur prend en produisant de manière biologique et donc en prenant le risque un peu d'avoir des rendements qui sont inférieurs. Donc 30-40%, c'est finalement peu. Sachant qu'en plus au Maroc, nous dans le cadre de Diagnostic, on a pu aussi faire une étude un peu de l'agriculture biologique au Maroc. C'est moins de 1% des surfaces agricoles en fait le bio. À titre de comparaison, en France, on est à 13% par exemple. Donc en fait c'est un produit rare et donc dans les supermarchés, les produits bio qu'on trouve au Maroc, c'est des produits souvent importés et donc qui coûtent assez cher. Donc là l'objectif c'est d'avoir une production marocaine qui coûte moins cher mais qui quand même permet aux producteurs de vivre de sa production malgré des rendements diminués par rapport à un agriculteur en conventionnel. Et je pense aussi parce que dès qu'ils commencent à faire du bio, forcément au départ, il y a une chute de productivité, c'est-à-dire sur j'allais dire le poids de ce que ça va représenter. Les fruits sont plus petits parce qu'ils ne sont pas dopés, il y a plus d'attaques d'insectes, donc forcément il y a une perte. Donc les 30-40%, c'est tout à fait raisonnable. C'est tout à fait raisonnable. L'écart se situe essentiellement à ce niveau-là. Mais par contre, si on maintient le bio pendant longtemps sur des superficies importantes, petit à petit, ça s'équilibre et peut-être que le 40% deviendra que 30 ou 20%. Parce que forcément, si les gens ne traitent, donc tous les insectes vont se rabattre sur la petite parcelle qui est là. Donc il y a une vraie chute qui est là. En plus, ce qui est encore plus grave, c'est que lorsqu'on va au marché, on va voir une très belle tomate bio avec plein de petites machins, etc. Et puis vous avez une grosse tomate qui est rayonnante, qui est pleine de... Et évidemment, avec un prix qui est des fois 30-40% plus cher. Donc, un consommateur non averti, j'allais dire même qui n'adhère pas du tout à ça, ne voit pas l'intérêt d'aller acheter. Mais il y a aussi une chose très importante qu'il faut soulever. Tout ce qui passe à l'étranger est minutieusement vérifié pour les effets phytosanitaires, la qualité, etc., etc. Tout ce que nous, aujourd'hui, jusqu'à présent, l'essentiel de ce qu'on fait comme achat de légumes se fait dans ces souks-là, de quartier ou à l'extérieur, en vrac. Et en général, il n'y a aucun contrôle sur les pesticides qu'il peut y avoir. C'est pour ça que tout à l'heure, la remarque que vous avez très bien mise en évidence sur le film, cette notion de confusion entre Bildi, donc c'est ça. Pas du tout. Ça peut être plein de pesticides ou pire encore, ça peut être irrigué par des eaux qui sont malsaines.
Donc, c'est des problématiques très, très épineuses, hein, très épineuses. Mohamed, merci Audrey pour la question. Hein. Mohamed, est-ce que tu peux parler un petit peu, parce qu'effectivement sur le projet qui a été mené pour valoriser les productions locales, donc tout à l'heure tu parlais de la clémentine de Berkane, vous avez mis en place, enfin, vous avez beaucoup travaillé sur la labellisation des produits du terroir et notamment sur la création d'IGP et notamment sur le mouton de Beniguil. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle a été la démarche et après quel a été le circuit de commercialisation que vous avez privilégié? Certes. Effectivement, une fois qu'on est passé de l'avertissement agricole, on s'est attaqué quand même à quelque chose qui était tout à fait attenant, à savoir la problématique de l'emballage, du conditionnement de ces clémentines et des autres. Et donc, avant, il n'y avait que les entreprises qui vendaient le carton directement avec les producteurs. Donc, souvent, il y avait tendance un petit peu à surdimensionner les emballages, question de vendre plus. Donc, l'idée, c'était de former des gens qui sont dans ces stations, chez les agriculteurs, qui peuvent discuter, disons, d'égal à égal avec les entreprises de carton et de bois. Et donc, ça a permis la création d'un Bac+2, qui est aujourd'hui le seul au Maroc sur l'emballage et conditionnement. Ceci, ça, comme je vous ai dit dès le départ, ça concernait le bassin irrigué de la région où il y avait l'essentiel de la production agricole. Mais par contre, ça ne représente peut-être que moins de 3 à 4% du territoire. Et dans tout le reste du territoire, donc sur peut-être on est à 90 000 km², dont à peu près 130 000 exploitations agricoles, et ne vivent pas toutes à Berkane, à côté du littoral. Donc, l'idée, c'était de voir comment on pouvait essayer d'augmenter les revenus de tous ces agriculteurs ou éleveurs dans les conditions qui sont là. Donc, on a dit, puisque c'est une région où il n'y a pas eu beaucoup d'agriculture intensive, l'idée, c'était d'aller de voir qu'est-ce qu'il y a comme déjà produit, j'allais dire, de terroir. Et donc, on a fait un recensement de tous les produits terroirs de la région orientale. Et parmi ceux-là, nous avons identifié ceux qui avaient une notoriété nationale ou internationale, ceux qui avaient une notoriété locale ou régionale. Et on s'est dit, l'idée, c'est peut-être simplement, en essayant d'appuyer et de faire la promotion de ces produits-là, on pourrait simplement, sans changer ni le niveau d'implication des agriculteurs, simplement augmenter leurs revenus en mettant un signe distinctif de qualité sur ces produits. Et c'est comme ça qu'on a choisi 4, qui étaient la clémentine de Berkane. Ensuite, c'était la viande du mouton de Beniguil. Ça, il faut que je vous en parle parce que sur le plan agroécologique, c'est important. Et puis ensuite, il y a eu une date sur l'oasis qui est au sud à Figuig. Et puis les nefles qui sont là sur la vallée des nefles à côté de Berkane. Donc, c'était 2006. Donc, on est très loin. À l'époque, il n'y avait même pas la loi sur les signes distinctifs de qualité. Et donc, on a commencé déjà à faire des formations. Il y a quelqu'un qui est venu, qui a formé un petit peu les gens, des techniciens de l'agriculture, et on a commencé un petit peu à faire. On a commencé par la clémentine. Pourquoi? Ce n'est pas parce que c'est le produit phare, mais c'était la filière la plus organisée. Donc, pourtant, je vous passerai les difficultés parce que il y a des fois des clans, des machins, etc. Mais bref, ça a été fait. Et c'était la deuxième au Maroc, juste après, évidemment, à tout seigneur, tout honneur, l'Argane d'Agadir. Donc l'idée, ensuite, on est passé à ça. Pour la clémentine, c'était plutôt jouer sur sa renommée, parce qu'il y avait de l'usurpation de l'utilisation de la clémentine de Berkane par d'autres pays, disons. Mais par exemple, sur le mouton de Beniguil, il y avait une autre problématique. C'est un mouton qui vit sur les grands plateaux de l'Oriental. Donc, ce sont des steppes avec une plante, c'est l'alpha, et autour, disons, il y avait beaucoup de plantes aromatiques et médicinales. Et
malheureusement, petit à petit, on commençait à sentir une saturation de ces parcours pastoraux. Donc, les éleveurs devaient augmenter leur cheptel pour pouvoir survivre, quoi. Et donc, à un certain moment, il y a la problématique de la saturation. Donc, les parcours pastoraux devenaient de plus en plus déserts. Et donc, c'était un problème. Donc, l'idée, c'était comment on pouvait augmenter les revenus sans toucher à la taille des cheptels. Donc, l'idée, c'est de profiter parce que c'est une race particulière, endémique de la région, qui s'appelle la race de Mnihil, un petit mouton. Et dans le cahier de charge qu'on avait fait, c'est qu'il devait paître au moins 3 mois, c'est-à-dire sur les 6 mois, 3 mois, il devait les faire en extensif, c'est-à-dire dans les parcours. Autrement dit, obliger les gens à prendre soin des parcours pastoraux, etc. Donc ça, c'était un premier point qui était très important parce que ça a évité un petit peu la désertification qui s'installait. Mais en même temps, c'était aussi donner la possibilité à ces agriculteurs qui se sont, d'ailleurs, ils étaient constitués dans une association nationale de caprins et d'ovins, de devenir un vrai interlocuteur politique devant les institutions, que ce soit les collectivités locales, que ce soit l'État, etc. Donc, vous voyez un petit peu ce qui s'est passé pour... Et pour finir ça, bon, je suis un bavard, je suis désolé, mais pour finir ça, nous avons aussi intervenu indirectement sur ça, en faisant la promotion du territoire. On a fait un petit guide qui s'appelle Routes et saveurs de l'Oriental, où il y avait évidemment une entrée qui était une entrée géographique pour ceux qui voulaient visiter l'Oriental, mais on a calqué dessus une carte gastronomique. C'est-à-dire, si vous voulez manger la nèfle de Berkane, de la vallée de Zegzel, eh bien, il faut venir en mai à tel endroit. Donc, si vous voulez manger ceci et cela, il faut faire, etc. C'était faire une promotion globale des produits de terroir de la région. Et la difficulté principale, je le répète aujourd'hui, c'est l'organisation des producteurs. Et c'est quelque chose que malheureusement qu'on a sous-estimé au départ et qu'ensuite, on a vu que ça marche s'ils adhèrent et ça ne marchera pas s'ils n'adhèrent pas. Il y a une nouvelle question d'un spectateur. Donc, pour vous, Louison, en fait, les marchés sont-ils structurants dans l'offre alimentaire à Fès et quelle comparaison pouvons-nous faire avec d'autres villes ou régions au Maroc ou dans le monde? Bon, les marchés, du coup, on parle de plusieurs marchés dans le film, mais globalement, je dirais que les marchés ne sont pas forcément structurants. Je distinguerais peut-être 2 choses. Donc, il y a les marchés paysans qui ont été mentionnés, qui sont en fait une initiative portée par le RIAM, donc qui n'est pas une initiative structurante puisque c'est porté par la société civile. Et pour le coup, à Fès, justement, c'était une des actions qu'on avait recommandé, essayer de le mettre en place aussi à Fès, et ça, c'est pas encore fait, quoi. En fait, ça a été mis en place à Rabat, à Casablanca, à Mohamedia, je crois, mais pas sur Fès encore. En fait, c'est pas du tout structurant dans le sens où c'est déjà beaucoup finalement. En fait, un espace privé qui est mis à disposition de l'association et des producteurs pour qu'ils puissent venir vendre leurs produits directement en ville une fois par semaine. Et c'est réservé quand même enfin, c'est un marché de niche, quoi, qui finalement... où finalement on se rend compte que c'est beaucoup d'expatriés qui vont acheter leurs produits sur ce genre de marché, donc c'est pas forcément structurant pour démocratiser un peu l'offre saine et locale. Après, il y a, on va dire, les marchés, enfin les marchés de manière plus générale, donc soit les vendeurs de rue, les souks, les supermarchés. Donc là, comme l'a dit Mohamed, c'est vrai qu'au Maroc, tous les produits qui entrent dans la ville et qui sont vendus sur l'espace public doivent passer obligatoirement par le marché de gros, qui est en fait une sorte de plateforme logistique, donc tous les produits arrivent. Et après, voilà, sur ce marché de gros, il y a beaucoup de revendeurs, de négociants, etc. Et donc, sur ce marché de gros, tous les marchands et toutes les personnes qui vont vendre les produits en ville viennent s'approvisionner là et ensuite vendre les produits. Donc, finalement, cette plateforme, elle mixe un peu tous les produits et elle les redistribue dans la ville sans forcément faire de différence entre les produits sains, entre les produits locaux. Et donc, ils ne sont pas structurants sur ça, en fait.
alors que finalement, ça pourrait être un outil très, très pertinent. C'est vrai que l'adjoint au maire de la ville de Fès en parle, enfin, je pense qu'ils en ont conscience. Les marchés de gros, peut-être pour donner l'exemple de la France, parce que nous, c'est un exemple qu'on connaît très bien, les marchés de gros qui en France sont appelés marchés d'intérêt nationaux, qui en fait sont présents sur toutes les grandes villes, les grandes métropoles. Et donc, elles sont la compétence de la collectivité, donc elles sont propriété de la collectivité. Par exemple, à Montpellier, le mine de Montpellier est géré par une entreprise, mais c'est la collectivité, c'est Montpellier Métropole qui en a la charge. Et en fait, ils l'ont vraiment utilisé comme un outil pour valoriser leur production locale. Très concrètement, il y a un espace entier qui est réservé aux producteurs locaux sur ce marché-là. Donc, tous les jours, il y a des producteurs locaux, une trentaine qui viennent directement sur le marché pour vendre leurs produits aux restaurateurs, aux épiciers, aux organisateurs de marchés en plein air. Et donc, finalement, ça limite les intermédiaires et ça permet aux producteurs locaux de vendre leurs produits et du coup d'introduire des produits locaux très facilement sur le marché urbain. Et ça, on peut dire que c'est structurant puisqu'on met en place un outil qui est là sur le long terme et qui permet voilà, de donner un débouché plus stable aux producteurs locaux. Pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur cette logique à Fès. C'est une idée qu'on essaie de pousser aussi avec la collectivité, mais clairement, c'est pas du tout la priorité, quoi. En tout cas, c'est le ressenti qu'on a eu, nous. On n'a pas vu d'expérience comme celle-là au Maroc, en tout cas, à Fès. Ni dans les grandes villes. C'est vrai que vous avez dit c'est plutôt à Casarama. Bon, c'est normal, il y a la concentration un petit peu du pouvoir d'achat, etc., de cette classe qui peut, tout ça, tout ça. Ça s'installe, mais très timidement ailleurs. À Oujda, il n'y en a pas. Il y en a un à Berkane. Mais vraiment, c'est des petits trucs, etc. Donc, c'est un problème. Mais il faut faire aussi attention parce que tout à l'heure, quelqu'un nous a parlé de pourquoi c'est plus cher, 30 ou 40%. On a parlé un petit peu des chutes de rendement, etc. Mais on a oublié aussi tout un truc. Pour acheter quelque chose de bio, il faut qu'il y ait une traçabilité. Il faut qu'il y ait une certification. Tout ça, ça coûte de l'argent. Ce sont comment dire, des cabinets qui font la certification. Il faut la payer. Ensuite, il faut la traçabilité. Une fois que c'est la traçabilité, il faut qu'il y ait un endroit. Aujourd'hui, disons, l'organisation de nos marchés de légumes me paraît complètement incapable d'intégrer cela. Je vais vous raconter une petite anecdote au sujet de la viande du mouton de Miguel. Donc, tant qu'il est né, qu'il est chez le producteur, on a sa fiche exacte, etc., jusqu'à 6 mois. Au bout de 6 mois, ça va être l'abattage. Mais on nous dit, il meurt en tant que mouton de Bnigué, mais on est incapable de vous certifier que la carcasse qui va sortir, c'est une carcasse d'un mouton de Bnigué. C'est l'aberration, parce que ils nous disent parce qu'on n'arrive pas à gérer des flux pour que la traçabilité, une fois qu'il rentre dans l'abattoir, avec une étiquette, il sort. Ça paraît dingue, mais c'est exactement le cas aujourd'hui. C'est-à-dire, tant qu'il est sur pied, on peut reconnaître tout de suite que c'est un mouton de Bnigué. Une fois qu'on voit à la carcasse, à moins d'être un spécialiste, mais pour ça, ce n'est pas très grave, il suffit d'en manger beaucoup, on le reconnaît tout de suite. On perd cette traçabilité. Alors, comment, sur la filière viande, qui est la filière la plus contrôlée au pays, avec l'Office national de la sécurité alimentaire, etc., on arrive à ne pas instituer? Alors, comment vous le voulez, peut-être que sur un petit verger de figues qui sortent bio, machin, etc., et qui vont sortir au souk avec. Donc, c'est des surcoûts que doit supporter directement le producteur. Et c'est pour ça que c'est aussi un frein. C'est pour ça que peut-être si la collectivité ne s'y met pas avec des structures qu'on peut imaginer, etc., ça ne pourra pas se faire. Mais aussi, la deuxième chose principale, à mon avis, il faut augmenter le degré d'exigence du consommateur. Si on arrive à le faire, automatiquement, de l'autre côté, il va y avoir une réponse.
Il y a une nouvelle question du public qui s'adresse à tous les deux. Hein. Louison, vous pouvez peut-être commencer. Quels sont les types d'actions que les acteurs publics peuvent mettre en place afin de favoriser l'agriculture locale? Du coup, ça c'est un point qu'on essaye de pousser. On s'est rendu compte au fil des différents voyages et des études des systèmes alimentaires qu'on a pu faire que en fait, le pouvoir des acteurs locaux sur ces questions-là dépend vraiment des pays et du niveau de décentralisation dans les pays. Typiquement, nous, on comparait à la France à chaque fois, on se rendait compte que finalement, même si on n'en a pas l'impression, en France, les compétences sur ces questions-là sont assez bien décentralisées, et donc ça donne un peu de la marge de manœuvre aux départements, aux régions, aux communes, aux métropoles. Et du coup, au Maroc, il y a une décentralisation, mais qui n'est pas aussi poussée. Mais néanmoins, ça donne quand même quelques outils. Enfin, les collectivités locales ont quelques outils en main qu'elles peuvent mobiliser. Donc, j'ai parlé déjà d'un premier outil qui est le marché de gros. Finalement, la propriété de la municipalité. Donc, ils pourraient mettre en place des règles pour favoriser la présence des producteurs locaux sur les marchés, essayer de diminuer le nombre d'intermédiaires qui sont entre le producteur et le consommateur. Elle a aussi une compétence sur l'aménagement du territoire, plus à l'échelle urbaine pour les communes, mais on a des communes qui sont également assez rurales et qui pourraient du coup jouer sur essayer de protéger des terres agricoles de l'urbanisation. Donc ça, c'est aussi soutenir la production locale finalement, essayer d'avoir une urbanisation qui soit un peu plus dense, un peu plus structurée pour qu'on garde des terres souvent à haut potentiel autour des villes pour continuer à produire des aliments de qualité. Après, il y a aussi toutes les actions liées à... Je parle plus pour la France, du coup, parce que pour le Maroc, en gros, les compétences que nous, on avait identifiées à l'échelle locale, on avait l'aménagement, les marchés, aussi en charge des abattoirs, donc ils peuvent jouer sur les approvisionnements à ce niveau-là. Ils sont en charge de tout ce qui est hygiène aussi sur les points de vente et aussi gestion des déchets. Donc il y a aussi ce travail-là de gestion des déchets organiques qui pourrait être mis en place pour voilà, revaloriser les déchets organiques pour les transformer en compost, par exemple, à destination des producteurs locaux. Après, en France, il y a un autre outil aussi qui est mobilisé par les collectivités qui est celui des cantines scolaires. Donc là, les cantines scolaires au Maroc, je crois que peut-être que Mohamed se connaît mieux, mais il me semble sont à charge des académies régionales de l'éducation. Mais du coup, en France, elles sont c'est un outil assez puissant pour les collectivités. Donc toutes les cantines en fait des écoles primaires sont à la charge des communes, des collèges sont à la charge des départements et les cantines des lycées sont à la charge des régions. Et en fait, c'est les collectivités qui décident vraiment quels repas elles vont produire et d'où viennent les aliments qui vont composer ces repas. Et donc, beaucoup de collectivités maintenant s'engagent à approvisionner en bio, en local, les cantines. Et ça correspond parfois pour des grosses métropoles à vraiment des centaines de milliers de repas par jour. Et même en France, notamment dans les textes de loi, maintenant, d'ici 2022, en fait, toutes les collectivités doivent proposer au moins 50% de bio et ou de local dans leur cantine. Donc, on est vraiment sur une évolution qui tire un peu une demande locale. Et, et voilà, je pense que maintenant, il faut aussi essayer de développer un peu cette mentalité et cette approche sur d'autres pays, en gardant en tête que c'est forcément insuffisant et il y a sûrement des biais dans sa mise en œuvre en France, hein, bien sûr, mais peut-être essayer d'encourager les collectivités à prendre un peu la main sur certains de ces outils-là en les sensibilisant pour arriver à montrer l'intérêt des produits locaux, à montrer l'intérêt des produits sains. Et peut-être que c'est ça, en fait, le problème, finalement, parce que les outils sont là, mais ne sont pas forcément toujours mobilisés. Si je peux compléter, je suis parfaitement d'accord avec toutes ces actions-là, mais l'idée, si on veut la résumer de manière générale, toute action qui permettrait à l'agriculteur de vivre de son agriculture vont dans ce sens-là. Donc, en plus de tout ce que vous avez dit, l'idée, c'était aussi simplement d'assurer à ces gens-là une vie décente, c'est-à-dire de l'eau, de l'électricité, une école, un dispensaire.
Et vous qui êtes resté quelques mois au Maroc, vous avez vu que notre campagne, en général, l'habitat est éclaté. Il n'y a pas de village. Les gens habitent loin les uns des autres, etc. Et je comprends aussi toute la difficulté des institutions pour pouvoir rattacher tout ce monde à l'électricité, au réseau d'eau, etc. Mais ça, c'est une nécessité. Une fois qu'on a fait ça, d'autres problèmes se posent. C'est le problème de l'école, c'est le problème du dispensaire, c'est le problème de la salle d'accouchement, etc. Donc, il y a tout un... C'est-à-dire qu'on ne peut pas résoudre ce problème de l'agriculture locale qui est environnante uniquement par des actions directement. Ça, il faut prendre dans son ensemble. Ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui est vital. Moi, je me rappelle de ma ville qui était, il y a quelques années, qui vivait dans entourée par des vergers, parce qu'il y avait de l'eau, etc. Mais ensuite, il y a la pression démographique, donc la pression foncière, et lorsque ce que vous voyez, ce que ça rapporte un hectare à quelqu'un qui est obligé d'attendre la pluie pour pouvoir, si ça va pousser ou pas, alors qu'on lui offre des sommes auxquelles qui ne réalise même pas, parce que ça va devenir un lotissement dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Donc, il y a toutes ces problématiques qui doivent être un petit peu gérées. Et c'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas demander à un ou deux acteurs d'agir sur ça. Il faudrait vraiment qu'il y ait D'ailleurs, dans le film que vous avez bien voulu faire, il y a quelqu'un qui pose une problématique qui est chez nous toujours paradoxale. Vous avez un pays et vous avez deux institutions qui mettent exactement les choses l'une contre l'autre. L'une qui veut préserver l'eau et l'autre qui va dire je vais développer avec l'eau. Donc, à un certain moment, il faudrait au moins que ces choses-là soient réglées. Et cet exemple qu'il a cité n'est pas aujourd'hui. Il y a quelques années, au sud, Zagora, qui est vraiment une oasis qui vivait essentiellement des dattes ou de l'agriculture oasisienne qui est vivière, mais aussi du tourisme. À un certain moment, on a dit, tiens, il y a de l'eau, on va faire des pastèques. C'est vrai que les premières années, ça a donné des pastèques, ça a multiplié les revenus, on n'imagine même pas ce que c'est devenu, etc. Et puis, pof, il n'y a plus d'eau. Que fait-on? Donc, même les dattes, etc., deviennent sous pression, sous stress hydrique, etc. Et ce sont des fois, bon, il y a des erreurs qui arrivent, des fois elles ne sont pas voulues, mais en même temps, lorsqu'on a des problèmes, surtout de l'eau, on ne rigole plus. Il faut que les choses soient prises de manière stratégique. On ne peut pas jouer avec ça parce que ensuite, s'il n'y a pas d'eau, tous ces gens-là vont aller en ville. Faire quoi? Avec quoi, vivre avec quoi, et on va encore multiplier les problèmes, etc. Justement, sur la question de l'eau, je suppose que dans les actions qui sont menées, il y a quand même une attention particulière auprès des producteurs sur la préservation des ressources en eau. Dans les projets qui ont été menés avec le Grand Est. Oui. On avait une seule difficulté, c'est que le Grand Est n'a aucune vraie compétence dans le domaine. Parce que c'est une région où il pleut tout le temps. Oui. Surtout en ce moment, je te confirme. Donc, nous, on doit gérer des problèmes autres. Un problème qui est double. C'est la région qui rentre dans un stress hydrique, maintenant qui est confirmé, etc. Donc, c'est-à-dire sur les 2 millions d'habitants, on a moins de 500 mètres cubes d'eau pour chacun sur l'année, qu'il faut répartir entre l'agriculture à 90% et le reste pour les réserves stratégiques d'eau potable, etc. Donc, ça, c'est... Et un deuxième problème qui est encore plus perfide, ce sont les inondations. Donc, imaginez, on a une région sous stress hydrique et d'un seul coup, on a des quantités énormes d'eau qui vont partir parce qu'il y a de la désertification. Et donc, ce sont deux problèmes sur lesquels, évidemment, parce que je vous le dis, parce qu'à un certain moment, c'était début des années 20, on voulait aussi faire
c'est-à-dire 80, 2002, 2000. 2003, enfin, ça sera les années 2020. Et on avait demandé justement qu'il y ait un parallèle avec les avertissements agricoles, c'est-à-dire un avertissement hydraulique. Quand est-ce qu'il faut, irriguer? Parce que, et justement, on n'a pas trouvé vraiment de réponse parce que c'était une problématique qui ne se passait pas. Parce que paraît-il, là-bas, lorsqu'il ne pleut pas pendant 4 jours, on commence déjà à rationner l'eau, etc. Parce qu'il n'y a pas de réserve. Alors que chez nous, depuis très longtemps, heureusement qu'ils ont fait ça il y a très longtemps, il y a eu tout de suite cette politique des barrages qui permet de résister quand même 3-4 années de sécheresse, aussi bien pour les besoins vitaux que pour l'agriculture. Mais sinon, mais par contre, la situation s'aggrave de manière, c'est la tendance lourde. Donc, ils ont dû trouver autre chose que le Grand Est pour un appui là-dessus. Dans le film, on parle aussi d'agroécologie. Moi, je voulais savoir un petit peu dans les centres de formation agricole, est-ce qu'il y a une attention particulière quand même des modules qui sont mis en place pour développer les pratiques agroécologiques sur le territoire? Est-ce qu'il y a une sensibilisation particulière à ces pratiques? Moi, pour la région Fès-Meknès, c'est vrai que c'est une question qu'on s'est posée. On a beaucoup interagi avec l'École nationale d'agriculture de Meknès, qui est du coup une école d'ingénieurs en agriculture. Et donc la réponse était clairement non. En fait, il n'y a pas du tout de formation adaptée sur ces questions-là. Donc eux, par exemple, à l'ENA de Meknès, même dans une école d'ingénieurs, où finalement on forme voilà, les ingénieurs de demain, donc ceux qui sont censés conseiller derrière les agriculteurs. Ces 2 professeurs qu'on a interrogés essayaient en fait de mettre en place une unité agroécologie, donc une unité de recherche, et une spécialisation de 3e année agroécologie environnement. Mais c'était un parcours du combattant en fait. Ça fait, je pense, 5 ans qu'ils essayaient déjà de le mettre en place, de discuter avec la direction de l'école, etc. Donc Là, ça y est, ils avaient réussi à créer l'unité de recherche et normalement la spécialisation devait être créée l'année d'après. Mais ça a été quand même un petit peu long pour faire comprendre que c'était le futur, c'est ce qu'il fallait développer. Et encore, aujourd'hui, ils ont assez peu de ressources. Et donc, en fait, leur objectif, c'est aussi face au constat qui est qu'en fait, dans les centres de formation agricole qui sont plus en zone rurale, on a encore une formation très conventionnelle et on n'ouvre pas trop à des formations, à la formation à une agriculture qui est autre. On ne parle même pas de biologique, mais simplement raisonner, essayer de penser l'eau d'une manière différente. Eux, en fait, ils essayent d'ouvrir leur parcelle d'expérimentation à des producteurs. Leur objectif, c'est d'en faire une parcelle ouverte que les producteurs peuvent venir visiter et où ils vont pouvoir développer des formations dans un premier temps sur leur site à eux et après essayer de créer des fermes-écoles. Et donc, en fait, avoir des fermes un peu modèles, pilotes, qui pourraient être visitées par d'autres agriculteurs. Et donc, par un effet un peu de modèle, d'exemple, essayer de faire répliquer ces fermes agroécologiques dans la région de Fès-Meknès. Donc, eux, voilà, ils essayent de dire, nous, on pense que les choses vont évoluer en montrant l'exemple, en montrant à d'autres producteurs que finalement, c'est pas si compliqué, et essayer de les aider à trouver des marchés aussi pour vendre leurs produits, puisque derrière, c'est vrai que c'est pour ça qu'on regarde l'alimentation d'une manière systémique, c'est que si on produit de manière biologique ou même durable, et que derrière, il n'y a pas forcément de marché ou de consommateurs, c'est pas forcément utile. Donc, il y a aussi cette nécessité, en plus de la formation derrière, d'assurer sur toutes les autres étapes pour faire en sorte que ces produits puissent être vendus et trouvent des consommateurs qui la demandent, quoi. Et toi, Mohamed, dans la région de l'Oriental? Chez nous, il n'y a pas d'école disons, d'ingénieurs au bac plus 5, mais nous avons 2 écoles, un lycée et un institut, qui forment un peu les techniciens agricoles sur le machinisme, sur mener les cultures. Mais je ne suis pas certain, mais je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit comme sensibilisation à ce type d'agriculture. En fait, ce sont simplement les gestes de base d'agriculture conventionnelle.
mais sous réserve de vérifier, mais je ne pense pas. Alors là, peut-être une question plus dans l'actualité. En fait, suite à la crise liée à la Covid-19 et les conséquences que ça a eu forcément hein, sur les producteurs, est-ce qu'il y a eu des initiatives particulières qui ont été prises au Maroc pour justement aider, accompagner ces producteurs? Il y a eu évidemment ce contexte qui a fortement impacté tout ce qui est économique, mais particulièrement l'agriculture est restée quand même plus ou moins qui a fonctionné, ce qui a évité quand même des pénuries qui auraient augmenté un petit peu la souffrance pendant tout ce confinement. Il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été adoptées. D'abord, il y a eu pour les éleveurs un appui qui se fait toujours en temps de crise, qui peut être simplement une sécheresse ou comme ça a été le cas pendant le confinement, donc un appui à l'achat d'aliments de bétail pour les ovins, les bovins, etc. Et ça a été distribué comme chaque année. Ça, ils sont rodés à le faire parce qu'il y a une année sur 3 ans, il y a au minimum une année de sécheresse. Donc, ils ont l'habitude de faire ça et ça a été fait. Un deuxième point, c'est qu'ils avaient aboli cette histoire de devoir passer par le marché de gros pour pouvoir livrer. Donc, les producteurs ou les intermédiaires pouvaient aller directement chez les revendeurs ou les grandes surfaces, etc., pour vendre ceci, sans devoir passer par. Sinon, ils ont aussi créé des souks temporaires qui n'existaient pas dans chacun des départements. Ils ont mis un souk où les agriculteurs pouvaient venir vendre directement leur. Donc, ce sont ce type Et il y a eu aussi une sensibilisation, mais alors là, liée directement au Covid, c'est-à-dire tous les aspects comment se comporter, comment se prévenir, etc. Donc voilà quelques initiatives qui ont été prises là-dedans. Mais ce qui est frappant, c'est que pendant tout le confinement, il n'y a pas eu de flambée de prix. Donc, ce qui suppose que la production était plus. Un inconvénient majeur chez les producteurs, vous savez que la région de l'Oriental, vous ne le savez probablement pas, mais la région de l'Oriental est aussi connue par sa grande richesse dans les ovins. Donc, il y a deux grandes rendez-vous où les producteurs font leur chiffre d'affaires. D'abord, il y a la fête du mouton, ou plutôt la fête où le mouton lui fait sa fête, pour l'Aïd el-Kibir. Donc ça, c'est un gros moment de vente des ovins. Le deuxième, c'est l'été. L'été, pourquoi? Parce qu'il y a ce qui est événementiel, c'est-à-dire les mariages, les pèlerinages, tout ce qui est côté festif. Et c'est peut-être aussi l'un des plus grands marchés qui se fait pendant l'été. Parce qu'on mange beaucoup de viande pendant les fêtes, etc., pendant les mariages. Et donc aujourd'hui, on assiste à une baisse des prix qui est très, très dangereuse. Ils sont quasiment à peut-être 60% de ce que devrait être le prix de. Ça veut dire qu'il y a une offre qui dépasse largement la demande. Donc, ils n'ont pas pu vendre comme il fallait pour l'Aïd, ils n'ont pas pu vendre comme il fallait pendant l'été. Donc, aujourd'hui, venant comme l'hiver va s'installer, il y a moins à manger, donc ils essaient de se débarrasser de. Donc, ça, c'est un impact qui n'est pas venu pendant, mais qui est aujourd'hui là. Et s'ils vendent et s'ils perdent, ça veut dire que pendant 2, 3, 4 ans, si ça redevient normal, 2, 3, 4 ans, on aura des prix qui ne seront pas du tout adaptés ni aux producteurs ni aux consommateurs. Louison, vous souhaitez intervenir? Oui, très rapidement peut-être. On avait lancé pendant le confinement une enquête auprès des territoires avec lesquels on avait travaillé pour un peu justement savoir comment le Covid avait impacté les systèmes alimentaires et quelles avaient été les actions prises.
on n'a pas eu trop de retours de nos contacts à Fès. On a eu quelques retours notamment plus sur l'accès à l'alimentation pour les populations, puisqu'en fait, le constat était qu'il y a aussi une grosse partie de la population qui n'était plus trop en capacité de travailler, notamment le travail informel, et qui du coup se retrouvait dans des situations assez précaires. Donc on a pu notamment voir des initiatives d'aide alimentaire qui se sont un peu développées. Nous, en tout cas, ce qui nous est remonté au travers du questionnaire, c'était des associations, notamment à l'occasion du Ramadan, qui, euh, qui arrangeaient un peu cette distribution alimentaire à des familles qui étaient plus dans le besoin à cause de la crise. Euh, Après, il me semble aussi, peut-être que Mohamed confirmera, mais euh, il me semble que la farine est subventionnée par l'État déjà de manière normale, mais que pendant le confinement, il m'a semblé qu'il y a eu une action aussi de l'État sur ces questions-là. Euh, Peut-être une subvention à l'alimentation qui a été plus importante, mais je ne suis pas du tout sûre. Donc ça nous est remonté, mais je n'ai pas eu confirmation par ailleurs. Mais voilà, c'est vrai que c'est un peu tout ce qu'on a eu. Après, on a aussi entendu beaucoup parler de plateformes numériques qui sont si développées, comme on l'a vu en France, pour les produits alimentaires. À confirmer aussi, c'est vrai qu'on n'a pas, je pense pas du tout la même vision que Mohamed a eu directement sur place. Ça existe, mais ça reste un peu encore Ouais. balbutiant, hein, c'est pas Mais pour revenir justement à ce qui s'est passé pendant le confinement, effectivement, donc d'un côté, pourquoi les parents n'ont pas flambé, c'est parce que aussi il y a eu une baisse de demande parce que les gens se sont retrouvés sans rien. Ceci étant, il faut aussi rendre quand même hommage à l'action publique qui a été faite en créant un fonds euh, de mécénat qui a permis de rétribuer toutes les personnes qui ont perdu leur boulot et même toutes celles qu'on appelle les personnes qui sont, comment dire, euh, qui sont au-dessous d'un certain seuil. Et ça a été organisé par l'État, c'est-à-dire ils ont été répertoriés. Il a fallu, ils se sont inscrits. Donc, les gens qui étaient inscrits à la CNSS, ça, il n'y avait pas de problème parce que c'était facile. Mais il y a eu aussi tous ceux qui étaient indigents, reportés, ils ont reçu une aide directe, comment dire, cash, d'accord, suivant le nombre de personnes par famille. Donc, une famille qui a 2 plus 1, c'est 800 dirhams, c'est à peu près 80 euros, 100 euros, etc., etc. Ça, c'est quand même quelque chose qui a énormément aidé à ce que cette partie-là se passe relativement bien. Et il y a eu aussi toute une distribution des dons alimentaires pour toutes ces familles qui ont été faites par la Fondation Mohamed VI, qui le fait chaque année pendant le Ramadan, etc. Donc, ça a été refait. Et en plus, ils ont, au niveau des préfectures, c'est-à-dire les provinces, etc., ils ont organisé aussi ce type de choses avec la participation des collectivités. Donc, les collectivités ont émis comment on appelle ça, un appui alimentaire à la population. Donc ça a été. Et puis, il y a eu, comme toujours, ce filet familial qui fonctionne encore plus ou moins au Maroc et qui sauve un petit peu. À la fois, il sauve, mais en même temps, il retarde les vraies solutions à ce problème. Donc, voilà globalement comment ça a été géré, ces histoires-là. Je vous remercie. Donc, en fait, il n'y a pas de nouvelles questions de la part du public. Donc, je vous propose de clore les débats. Je voulais vous remercier, Louison, pour votre participation et encore pour ce film qui est vraiment riche et qui est extrêmement intéressant. Mohamed, je te remercie d'avoir participé à ce débat, de nous avoir apporté un petit peu de soleil et j'attends mes clémentines. Jennifer, les meilleurs, il faut les manger sur l'arbre, donc il faut que tu viennes. Oui. Eh ben alors je viendrai quand les choses se seront calmées. Et je vais redonner la parole à Gulseren. Je vais lui laisser le mot de la fin. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci Jennifer. Merci Louison Lançon. Merci Mohamed. Donc,
30 minutes de film, plus d'une heure de discussion. Donc, on voit bien que le film nous amène tous à poser plein de questions, soulève plein de questions qui nous concernent tous. Donc, je suis ravie. Merci aussi à Audrey, Mohamed Zaoué, je ne sais plus qui j'ai dit. Merci beaucoup d'avoir organisé cette première projection alimentaire en ligne. Donc, c'était une première pour tout le monde et vraiment très réussie. Merci à tous. Merci à nos intervenants de s'être rendus disponibles. Et puis, merci beaucoup encore une fois à Imago d'accueillir Alimentaire en ligne. Et puis, pour tous ceux qui souhaiteraient organiser une projection en ligne, donc c'est très simple. Vous pouvez aller sur alimentaire.org, voir un peu la procédure d'inscription de vos séances. Choisir le film que vous souhaitez projeter, l'horaire, le jour, etc. Et puis organiser comme ce soir une projection débat avec vos intervenants. Donc merci à tous pour cette superbe soirée et puis je vous dis à bientôt. Merci. Merci beaucoup.